Bonjour, bonjour et bienvenue à Arso et Mangué. Le Mangué s'est déplacé et venu à la rencontre de Ako Hanson qui était déjà là à l'époque de Arso et Mangué avec la webcam et il nous accueille dans un très bel espace, In and Off Studio. Suivez-moi. Bonsoir Marco. Bonsoir Louise. Alors comment tu vas? Très bien. C'est un plaisir de revenir ici parce que tu étais parmi les premiers à recevoir Arso et Mangué à l'époque de la webcam. Déjà merci de nous avoir fait confiance. Ça, je m'en souviens. Et là, je suis revenue parce que j'aimerais que tu dises à tous ceux qui nous regardent qui est Ako Hanson. Je vais commencer par les adresser mes salutations à tous ceux qui nous regardent ce soir. Et c'est toujours un grand plaisir, un plaisir partagé d'échanger avec tous les professionnels de l'art, les amateurs d'art, ceux qui adorent, ceux qui nous accompagnent dans ce métier-là. Et Ako Hanson est un artiste plasticien qui vit à Douala, qui travaille à Douala, qui a son atelier à Douala. Et je pratique ce métier-ci pratiquement depuis 20 ans professionnellement. C'est-à-dire que rien que ce métier, rien d'autre. Mais comment tu arrives à l'art? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dire que parler de comment j'arrive à l'art, c'est une longue histoire, quoi. Parce que je suis fils de notable. Mon père est le premier notable de notre village. Je suis bamniqué. Et comme chez nous, l'art accompagne toujours notre tradition, notre culture, quoi. Donc j'ai grandi dans les masques et statuettes parce que mon père était le gardien de ces objets rituels, ces objets qui nous servaient pour toutes les manifestations traditionnelles, culturelles et traditionnelles du village, quoi. Et mon père aussi était à la fois sculpteur à ses heures perdues. Donc j'ai pris très tôt conscience de la valeur ou de la force des objets d'art. J'ai pris très tôt conscience que tout ce qui est un morceau de bois sculpté pouvait avoir une force, porter en lui une force, un esprit, quoi, un esprit qui accompagne tous ces rites d'initiation. Donc c'est comme ça que, à mon jeune enfance, j'ai commencé par imiter mon père qui était sculpteur. J'ai commencé aussi à pratiquer un peu de sculpture à côté de lui. Et plus tard, je suis passé par le dessin. Depuis l'école primaire, j'ai commencé aussi à dessiner. Je dessinais beaucoup. Et plus tard, quand j'arrive au secondaire, mon frère me conseille de faire l'enseignement technique industriel parce que c'est là aussi que le dessin existe. Donc, au secondaire, je fais l'enseignement technique industriel dans la mécanique automobile où on pratiquait beaucoup de dessin, mais cette fois-là, c'est le dessin industriel qui est très passionnant. Donc, j'ai commencé à faire ce dessin industriel jusqu'à ce que j'arrive en classe de première et terminale où je commence à lire les œuvres qu'on avait au programme, quoi. Je veux dire les œuvres, que ce soit philosophiques, que ce soit les œuvres littéraires qu'on avait au programme. Et alors, quand je commence à lire ces œuvres-là, je me rends compte que toutes ces œuvres sont illustrées par les œuvres des artistes. Enfin, que ce soit dans mon livre de philosophie de terminale, c'était beaucoup illustré par les peintures de certains artistes, de grands artistes européens, quoi. Et comme j'étais tellement passionné par le dessin, j'ai commencé à reproduire toutes ces œuvres-là en noir et blanc. Donc, vraiment là, ce sont les grandes lignes pour rentrer dans la peinture en tant qu'artiste. Quand j'étais petit, j'étais vraiment dans cette solitude-là, où j'étais content chaque fois de fabriquer quelque chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner, quoi. Je peux dire c'est comme ça que je commence à rentrer dans ce métier-là, inconsciemment. Et la première exposition, c'est laquelle? C'est quelle année? Comment ça commence véritablement en tant qu'artiste cette fois-là? Bon, s'il faut dire en tant qu'artiste, tu sais, l'histoire d'exposition à Douala et galerie à Douala, c'est vraiment une histoire assez compliquée, hein. Ça n'a pas été trop facile, les galeries à Douala et les espaces d'exposition à Douala. Bref, c'est que je rentre dans le métier, je commence à exposer vraiment. Ma toute première exposition commence à la rue Tokoto, à Bonapriso. Donc, je rencontre un monsieur, Maître Tokoto. Maître Tokoto, c'est un ancien avocat, bâtonnier au barreau du Cameroun.
Donc, Maître Tokoto, il avait une galerie à l'époque, une galerie où a exposé les gens comme Manuel Ducoumain et Francis Mela. Donc, juste, j'ai eu la chance qu'après que ces deux artistes soient partis, Maître Tokoto m'a donné l'opportunité. C'est que Maître Tokoto, c'est l'un des premiers acheteurs de mes œuvres. Donc, Maître Tokoto commence à acheter mes œuvres dans les années 98 par là. 97, 98. Voilà. Donc, c'est la période où je commence vraiment à vendre mes œuvres. Et c'est lui qui achète. Il est très intéressé parce que c'était vraiment... Je travaillais beaucoup avec la gouache parce qu'il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas autre chose. Hein. On avait la gouache et la terre. La terre et le bleu à linge. Donc ça, c'est le matériel qu'on trouvait régulièrement. Il n'y avait pas de pigments, il n'y avait pas grand-chose. Donc, Maître Tokoto achetait mes œuvres. Et comme il en avait assez acheté, c'est comme ça qu'on s'est créé un lien de famille, quoi. Donc, et du coup, il m'a mis en contact avec son fils. Et ce fils-là, qui s'appelait aussi Tokoto, Christian Tokoto, il a créé une relation avec un restaurant, un grand restaurant à l'époque qu'on appelait le Beaujolais. Le Beaujolais, c'était à Bonapriso, le Beaujolais. Alors, c'est dans ce restaurant-là d'abord qu'on m'a fait une première exposition par le biais du fils de Tokoto, Christian Tokoto. Ça, c'était les années 98 également, au restaurant Le Beaujolais à Bonapriso. Voilà. Donc, ma première exposition, vraiment, c'est en cette période, en 98, au restaurant Le Beaujolais à Bonapriso. Une exposition individuelle. Voilà. Oui, effectivement. Mais après, comment c'est-à-dire le thème que tu abordes le plus dans tes œuvres, c'est lequel? Dans notre maison familiale, on a beaucoup de masques et statuettes. Donc, j'ai beaucoup été influencé par ces objets-là au début. Et alors, ça m'a tellement motivé parce que je ressentais, à partir du moment où je produisais déjà le masque, ne serait-ce que par un dessin, je ressentais la même force que dégageait le masque en réalité, quoi, tu vois un peu. Donc, du coup, j'étais motivé de reproduire régulièrement des masques. Au lieu de dessiner comme tous les jeunes enfants, c'est-à-dire dessiner des voitures, des maisons et tout ça, je reproduisais plutôt des masques. C'était des objets que je regardais, je voyais chez nous, à travers notre maison. Et j'ai remarqué aussi très tôt que ça plaisait à mon père, ça intéressait mon père de voir que je reproduisais ces objets-là. Voilà. Donc, j'ai été tellement influencé par ces objets-là, les masques et les statuettes. Et par le prolongement des choses, j'ai commencé à créer un certain mouvement dans l'utilisation de ces objets-là. C'est-à-dire les mettre en scène maintenant avec des personnes qui les portent, des personnes qui les utilisent. C'est comme ça que j'ai commencé à créer un dialogue entre masque, personnage et, comment dirais-je, l'espace le champ d'action, quoi. Quand on regarde bien, il y a toujours l'omniprésence du masque, voilà. de la statuette, Exactement. qui, malgré les années, est toujours resté quelque part sur tes toiles. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que plus tard, quand je fais mon premier voyage en France dans les années 2003, je suis parti dans des musées d'art premier où on ne vendait que les objets d'art premier, des masques et des statuettes. Ça a renforcé en moi la volonté de poursuivre mon travail sur cette voie-là. Parce que quand je suis parti en Europe, j'ai compris que les masques et les statuettes avaient encore plus de valeur. Et en plus, les masques et statuettes ne se limitaient pas qu'au niveau du Cameroun. C'était l'Afrique subsaharienne qui, on peut dire, toute cette grande partie de l'Afrique qui ont utilisé les masques comme étant un objet ou des objets très précieux dans leur tradition et coutume, quoi. Alors j'ai développé maintenant, j'ai étendu toute ma recherche sur toute
l'Afrique centrale pour voir un peu comment ça se pratique les masques, que ce soit au Bénin, au Nigeria, au Togo, en Côte d'Ivoire et jusqu'au Soudan. Donc, j'ai commencé à faire des études et recherches comme ça sur les masques des autres pays. Et en fait, j'ai compris que là, c'était vraiment un grand boulevard pour un artiste. Et par ailleurs, j'ai toujours appris pendant que j'étais en Europe, j'ai rencontré énormément d'artistes, ou bien j'ai lu beaucoup de documents sur des artistes qui sont venus en Afrique juste parce qu'ils voulaient s'inspirer des masques et statuettes, quoi. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'expression, les masques et statuettes ont quelque chose de très fort. C'est-à-dire ça saisit l'âme, ça saisit l'esprit. Ça te permet de voyager. Ça fait des provocations au niveau du corps. Et j'ai compris que tous ces artistes sont venus sur le continent parce qu'on a besoin qu'une œuvre, qu'elle soit une œuvre de peinture, de musique, que ça provoque une sensation. Et les masques sont des objets qui provoquent des sensations. Pour peu que vous voyez quelqu'un qui a mis un masque, vous avez une sensation parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière. C'est une curiosité de savoir ce qu'il y a derrière le masque. Ben, chez nous, les Africains, c'est que le masque est encore plus que ça. Parce qu'on a utilisé le masque pour beaucoup d'événements très importants, que ce soit pour les funérailles, la dot, la circoncision, les veuvages, tout ça. Il y a les masques qu'on utilise toujours, que ce soit chez les praticiens et autres, les danses initiatiques. Et donc, du coup, quand j'ai su que le masque avait une valeur assez importante dans le monde entier, ça m'a intéressé de rester dans ce style-là, de rester dans ce domaine-là, qui, pour moi déjà, non seulement j'ai vécu à l'intérieur, j'ai maîtrisé un peu une petite partie de ce qu'on peut faire avec les masques, et j'ai dit, bon, c'était bon, il fallait que j'y reste et que je continue à chercher, quoi. Si tu nous parlais un peu de tes influences artistiques. Oui, j'ai été tellement bousculé par le travail d'un artiste français que j'ai vu, qui s'appelait Dubuffet. Dubuffet, et vraiment, c'est un artiste que j'ai ressenti à travers son travail, les sensations qui vibrent au fond de moi, quoi. C'est un artiste qui m'a vraiment bouleversé. En dehors du Buffet, il y a un autre artiste qu'on appelle Michel Nedja, que j'ai connu aussi, qui m'a beaucoup influencé. Il ne faut pas oublier que Basquiat aussi m'a beaucoup influencé, parce que Basquiat, je vais dire que Basquiat a influencé, je vais dire quasiment 30% d'artistes aujourd'hui, si je n'exagère pas un peu trop. Tous ces artistes, ceux-là m'ont influencé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce côté un peu trop libre dans l'exécution. Ces artistes qui, tu vois, ils travaillent ce qui leur vient à l'esprit. Ils ne sont pas dans une construction comme un laborantin ou un docteur, un médecin. C'est-à-dire, ils font vraiment, ils mettent vraiment la sensation de ce qu'ils ressentent sur la toile, sur le papier. Ils ont besoin juste d'un stylo et du coup, ils matérialisent tout ce qui leur vient à l'esprit. Et c'est un peu comme ça que je sens le travail, c'est comme ça que j'aime travailler, quoi. Et maintenant, on est venu te surprendre tout à l'heure en train de travailler. Tu prépares une exposition pour 2019 à Dakar. Voilà, exactement. Tu peux parler un peu de cette exposition individuelle dans un très bel espace à Dakar, au Sénégal. Oui, j'ai une grande exposition à OH Galerie. C'est une grande galerie, une nouvelle grande galerie. C'est eux qui m'ont contacté, c'est eux qui m'ont découvert, franchement. Et ils ont d'abord organisé une exposition collective avec certains artistes internationaux. Donc, Solis, Mané, il y a beaucoup d'artistes que je ne tiens pas, hein. Beaucoup qui sont du Sénégal, certains qui sont en Europe. Et par la suite, ils ont dit, il faut faire que je commence pour l'année 2019, je me donne la priorité de faire une exposition individuelle, une grande exposition individuelle là-bas. Donc, c'est d'ici quelques jours. Hein. Donc, je me bats comme ça à être prêt le jeudi. Voilà. Et après, il faut dire avant, j'ai participé à la foire de Cape Town, en Afrique du Sud, qui était très bien, franchement, qui était super bien.
ma carrière parce que ma galerie, ça a rencontré beaucoup de personnes, on a pris pas mal de rendez-vous et on a des projets pour Londres. Donc franchement, l'emploi du temps est vraiment serré, quoi. Ouais. Ça veut dire que le seul secret, c'est le travail. Oui, c'est ça, c'est le travail. Et puis c'est un challenge pour un artiste parce que quand vraiment le travail se pointe à l'horizon, franchement, tu te poses la question par deux fois, est-ce que je serai à la hauteur? Parce que parfois on se plaint toujours, on n'expose pas, on n'expose pas. Mais il peut arriver qu'on te dit que voilà l'exposition, voilà une salle qui te fait par exemple 300 mètres carrés, 200 mètres carrés, il faut que tu aies parfois 2 étages, quoi. On dit que toi, il faut que tu occupes cette salle-là avec tes œuvres. Et tu as devant toi 2 mois pour faire ça. Et alors là, tu commences à dire, si tu n'es pas assez solide, tu peux même dire non, je ne peux pas, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment, surtout quand on voit la taille et des artistes qui sont passés déjà. En tout cas, on te dit merci beaucoup. C'est moi qui te dis et merci. on demande à tout le monde de liker et de partager la vidéo. Ciao, ciao.